I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. À quand une économie climatique pour le Maroc? À quand des entreprises qui intègrent le réchauffement climatique, l'adaptation climat et qui font du green, du développement durable, une tendance porteuse de croissance? 2 ans après la COP22, la CGEM veut accélérer la cadence et plaide pour une nouvelle économie climatique. Des tournées régionales vont avoir lieu cette année. Une charte climat est en préparation. Une plateforme publique-privée consacrée au changement climatique est aussi évoquée pour les entreprises. Alors, en quoi serait-elle utile? Comment mieux outiller les entreprises marocaines pour répondre aux enjeux du développement durable? C'est le premier sujet des décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Duri, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. Hicham Hamadi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique, vous êtes le directeur Maroc de Hitch. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de capital investissement en plein boom en Afrique. Sur les 5 dernières années, les opérations réalisées se sont élevées à plus de 24 milliards de dirhams. Les professionnels estiment que les rendements seront sur le continent les plus attrayants au niveau mondial. Nigeria, Afrique du Sud, Ghana sont les plus gros du marché. Le Maroc peut-il venir les titiller? Comment? Qu'est-ce qui bloque encore? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs Atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, vos questions, vos réactions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. À quand une économie climatique pour le Maroc? C'est donc le premier sujet que nous abordons ce matin sur Atlantique Radio dans les décodeurs Atlantiques, 2 ans après la COP22. Amine Duri, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de bruit, beaucoup de musique sur entreprise, climat, ça va aller ensemble, de pair, on va se marier pratiquement. Ouais. Bon, finalement, 2 ans après, aujourd'hui, l'adaptation climatique pour les entreprises, malheureusement, c'est encore du vent? Alors, pour moi, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est effectivement l'adaptation des entreprises. Ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai par la suite. Il y a un deuxième sujet, c'est celle des opportunités, des niches qui se créent. Et là, effectivement, il y a des startups qui se créent. J'en prends pour preuve le fonds Green Invest qui vient de sortir et qui a pour vocation de financer les startups vertes. Donc, il y a un potentiel, il y a des marchés, il y a des filières à développer, notamment en matière d'énergie renouvelable et en matière de traitement des déchets, en matière de traitement des eaux usées, et de la valorisation des déchets. Donc, il y a un énorme potentiel, un énorme business derrière. Et c'est aussi ce qui explique que la COP21 et la COP22 ont été de gros succès. Mais en matière d'adaptation climatique, en revanche, pour l'instant, pour les entreprises marocaines, on est très loin. Très loin, non? Ah bah oui, je vais citer un exemple. J'ai lu ce matin une étude qui était très intéressante de IDC, qui disait simplement, on adopte au sein de l'entreprise quelques bonnes pratiques, comme le fait, par exemple, de pas imprimer les papiers, de traiter les déchets, etc. Mais d'un autre côté, une pratique toute bête qu'on fait tous les jours et qui a un impact majeur négatif, c'est celui par exemple de l'envoi des mails. Imaginez une entreprise de 100 personnes qui envoie par exemple 33 mails par jour. Sur une année, imaginez que ça représente en termes de consommation carbone, d'émissions de carbone, l'équivalent de 22 allers-retours Paris-New York. Pourquoi? Tout simplement parce que les données sont stockées dans des data centers et que ces data centers consomment énormément d'énergie. Donc, on peut avoir l'envie de bien faire, mais malgré tout, on continue de consommer, mais on va pas dire non plus aux entreprises d'arrêter d'envoyer des emails. Ce serait complètement stupide. Mais voilà, on part de très loin quand même en matière de... Si on voulait vraiment faire participer les entreprises, il faudrait changer beaucoup de choses. Hicham Hamadi, comment vous expliquez, avant d'entrer dans le dur du sujet, comment vous expliquez cette initiative de la CGEM? On est en fin de mandat pour Myriam Ben Salah Chakroun, il nous reste 2-3 mois grosso modo avant la fin de ce mandat. Ça fait quand même 2 ans qu'on parle entreprise, adaptation climatique. Maintenant on parle d'une charte pour 2018, on parle de tournée régionale de la CGEM. Il y a une volonté derrière vraiment d'accélérer la cadence? Enfin, il y a une volonté, non. Ouais. Je pense qu'il y a une volonté plutôt à très haut niveau qui a été prise avec la prise d'engagement du Maroc de réduire ses émissions à effet de serre, ses émissions de carbone de 42% à horizon 2030. Donc ça, c'est certain. La déclinaison de ces engagements pris par le Maroc dans la COP sont en train d'être mis opérationnellement, effectivement, à travers les partenariats avec la CGEM, donc les 2 conventions signées. Donc on secoue le cocotier, en fait. On essaye
fait, Voilà, on constate que pour l'instant ça va pas assez vite, donc on remue un peu le. C'est pas que ça va pas assez vite, ça va pas du tout, en toute sincérité, parce que aller dans un changement de l'outil de production, alors qu'on est un pays qui est en voie de développement, c'est très compliqué. Oui. Donc arriver à ce point d'inflexion rapidement, c'est pas simplement compliqué, ça demande énormément d'énergie, d'argent et d'opportunités. Et donc le fait que la CGM se positionne, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des entrepreneurs, au niveau du patronat, pour aller dans ce sens. Maintenant, encore est-il, les opportunités sont là, hein. Les opportunités d'aller dans l'économie verte sont claires, mais il y a aucun pacte fiscal qui permettra de faire en sorte à ce que moi, investisseur, je vais dans ces économies. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ou demain, je vais aller sur le dessalement des eaux de mer? Il n'y a aucune incitation fiscale, il n'y a pas de PAC. Aujourd'hui, on sait que c'est... Ou je vais réduire ma consommation d'eau, par exemple. Ou que je vais réduire ma consommation d'eau, ou que j'ai une usine, je vais investir dans l'énergie solaire. Il n'y a pas d'intéressement direct. Et donc... Et pourtant, Michel m'a dit, pardon, mais le Maroc, qui est un des 25 pays au monde, qui est le plus concerné par le stress hydrique, c'est un enjeu crucial pour les bilans financiers des entreprises, pour la survie des entreprises marocaines à l'avenir, parce que le réchauffement climatique, il est là, il va s'accélérer dans les années à venir. En fait, on traite toujours les sujets d'un angle d'attaque qui est complètement erroné. On le traite d'une manière législative d'abord, donc c'est ce qui fait qu'on a des ministres qui sont en charge de cela. On le traite d'une manière plutôt stratosphérique, en se disant, bah tiens, on va regarder nos réserves, on va essayer de rationaliser nos réseaux d'assainissement, on va faire ci, on va faire cela, sans aller au fond du sujet, parce que en gros, qu'est-ce qui fait qu'on consomme plus, qu'est-ce qui fait qu'on est sur des technologies qui dégagent énormément de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui fait qu'on consomme beaucoup d'eau, c'est qu'on a un outil de production qui n'est pas adapté. Oui. Et donc aller croire que ce point d'inflexion va être tout de suite, non. Maintenant, se positionner, c'est une bonne chose, ça veut dire que il y a une déclinaison de ces engagements pris par le Maroc au niveau de l'entreprise. Charge maintenant à l'État de donner le cadre, de mettre un pack d'incitation, de mettre un pack d'incentives, parce que les patrons d'entreprise et les investisseurs vont là où il y a le profit. Et là où il y a une opportunité, le profit. Hein. Il faut qu'il y ait une opportunité. L'opportunité est avérée. Il n'y a qu'à regarder les ouvrages de chercheurs ou les réalisations partout dans le monde. Enfin, on peut citer Idriss Aberkan qui parle de l'économie verte. On peut citer d'autres. Donc l'opportunité est avérée. Il y a une urgence et puis il y a une opportunité à saisir qui est crucial. Maintenant, et là, on parle de nouveaux modèles de développement. C'est peut-être une donnée, un facteur à prendre en considération. Maintenant, quels sont les moyens mis en place par l'État ? Qu'est-ce qu'a mis l'État? N'a rien mis en place pour favoriser l'émergence de cette économie. Oui. Amine Diori, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui encore, malheureusement en Afrique, de copier un modèle industriel qui commence à vieillir du côté, regardez du côté de l'Europe et des États-Unis, entre autres, du côté chinois également, puisqu'on a des entreprises polluantes qui arrivent et qui vont s'implanter au Maroc, alors qu'on devrait peut-être faire tout l'inverse et sauter le pas justement vers cette révolution du développement durable au sein des entreprises marocaines. Bon, le Maroc a fait quand même un grand pas en termes d'énergie renouvelable. Je rappelle quand même que le Maroc se classe dans les 10 premiers pays mondiaux en matière d'énergie verte, en termes de croissance d'énergie verte. Donc, je pense qu'il a pris mesure de ce fait. Par des grands chantiers, notamment Ouarzazate, la centrale solaire, ou encore les chantiers pour tout ce qui est plan éolien. Exactement. Maintenant, c'est vrai, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Hicham, c'est tout à fait exact. Alors, il y a effectivement les engagements de l'État, et c'est pour ça que la CGEM veut mettre à contribution l'entreprise. Maintenant, il faut rappeler quand même une chose, c'est que les mesures proposées par la CGEM, les projets proposés par la CGEM sont purement symboliques, dans le sens où les projets financés vont représenter une valeur de 12 millions de dirhams. Donc voilà. C'est une goutte d'eau dans un océan. Voilà, exactement. C'est symbolique, c'est montrer l'exemple, dire que l'entreprise veut s'impliquer davantage en matière de climat. Mais voilà, il faudrait davantage, beaucoup plus de moyens pour inverser la tendance. Donc il faudrait que l'État, il faudrait que les agences qui sont dédiées notamment à ces secteurs-là, à ces enjeux-là,
soit davantage innovant, performant, fasse davantage de propositions pour connecter les entreprises Vous savez, à ces grands chantiers? Quand on voulait éradiquer le logement insalubre, on a mis un pack extraordinairement lucratif pour les opérateurs immobiliers afin de permettre à tout un chacun de disposer d'un appartement à 200 ou 250 000 balles. On l'a fait. Et on sait le faire, donc il suffit simplement qu'il y ait une vraie... On l'a fait malheureusement. On l'a fait, ça marche plus ou moins bien en tout cas. Toujours 1 million de logements. En tout cas, l'objectif, oui, bien sûr, mais en tout cas, l'objectif initial, c'était de dire ville sans bidonville, et on y est presque. Oui. Ça veut dire qu'on est passé on va dire, d'un logement qui n'était pas digne à un logement digne. On peut critiquer comme on veut, mais le premier objectif est atteint. Donc l'État sait faire. Il suffit simplement qu'elle se dise, je veux aller dans ce sens. Il faut que je mette les incitations, suffisamment d'incitations pour que les gens investissent. Les 12 millions de dirhams qui sont mis sur la table, à mon sens, vont financer simplement des études empiriques dans lesquelles on va dire, tiens, la production de tel produit peut s'améliorer en faisant ça, peut réduire les effets, les gaz à effet de serre en faisant ça. Donc ça va rester au stade d'études et au stade de papier. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur Maroc de Hitch. Bonjour. Bonjour. Amine Duri également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Un responsable PME chez Inforis, qu'on parle avec vous de cette nouvelle économie climatique, ou autrement dit d'une croissance verte que l'on pourrait attendre au Maroc. Comment les entreprises marocaines peuvent-elles intégrer le facteur climat dans leur business model et comment peuvent-elles en faire également une tendance porteuse de croissance? La CGM veut accélérer la cadence avec des tournées régionales qui auront lieu cette année, une charte climat qui devrait se dessiner pour 2018. On attend donc des mesures pour les PME, TPE. Est-ce qu'on peut regarder justement ce qui se passe de l'autre côté de la mer Méditerranée, en France, Amine Duri, pour faciliter justement cette transition pour les entreprises françaises? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du patronat? Écoutez, figurez-vous que c'est aussi le climat est une problématique importante, surtout en ce moment, parce qu'il y a aussi plusieurs enjeux. Déjà, avec l'arrivée de Macron, il y a plusieurs choses qui se prévoient, notamment une réforme de la Constitution. Il faut se rappeler qu'en 2004, Jacques Chirac avait inscrit dans la Constitution, avait créé une charte de l'environnement qui avait le même pouvoir, la même valeur que la Constitution elle-même. Et Emmanuel Macron prévoit dans les prochaines semaines d'inscrire dans la Constitution justement les enjeux climatiques liés au climat. Et donc ça deviendra sera valeur de loi. On parle d'une règle verte notamment. Exactement. Au niveau des entreprises, autre changement important, et ça aussi c'était une promesse d'Emmanuel Macron, pour les entreprises cette fois-ci, mais là ça pose vraiment beaucoup de débats, c'est la question de la réforme de l'objet social des entreprises. Une entreprise, comme tout le monde le sait, ça a pour objectif, donc c'est des capitaux injectés dans une entreprise et qui a pour but de faire des profits. L'idée c'est de changer cet objet social et d'y intégrer d'autres composantes, notamment le RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Dire que l'entreprise n'a pas seulement des responsabilités par rapport à ses actionnaires, mais a des responsabilités par rapport à ses employés, a des responsabilités par rapport à l'environnement, et le climat évidemment en fait partie. Et donc c'est une question qui divise fortement, notamment au sein du patronat français, le MEDEF, qui va connaître également dans les prochaines semaines un renouvellement de son président. On a beaucoup de points communs décidément. Oui, effectivement. Et donc cette question de l'objet social de l'entreprise divise fortement. Il y a ceux qui disent que cette question ne devrait pas être réglementée par la loi et que ça devrait être par le marché. Le marché va sélectionner de manière naturelle, j'ai envie de dire, les entreprises qui vont être éthiquement responsables, qui vont respecter l'environnement, et donc une sélection naturelle par le marché plutôt que la loi. Hicham Hamadi, il y a peut-être des idées intéressantes qui pourraient être creusées ici au Maroc? Des choses assez basiques, c'est de se dire... taxer plus ceux qui polluent plus, donc une taxe au carbone. Ça, c'est quelque chose d'assez évident à mettre en place qui permettra de disposer de l'argent qui pourra probablement financer d'autres économies. Deuxième chose, favoriser l'utilisation de nouvelles technologies, notamment, par exemple, allant sur les voitures électriques. Aujourd'hui, importer une voiture électrique complètement, c'est très compliqué. C'est pas, alors que ça coûte pas cher. Vous pouvez en importer, on peut les acheter à 3 000, 4 000 euros ailleurs. On est en train de mettre en place difficilement pour l'instant un écosystème, notamment sur Casablanca. Oui, mais simplement... permettre l'arrivée de ces technologies. Oui. On a des barrières douanières qui sont extrêmes et qui favorisent naturellement
et je comprends parfaitement, une production locale, parce qu'on a des acteurs qui produisent chez nous. Par contre, si on veut se positionner sur ces technologies, ces domaines, il va falloir qu'on puisse les maîtriser, donc pouvoir les importer, pouvoir les utiliser, pouvoir les manier. Donc des choses assez basiques. Pour moi, le principe du pollueur-payeur est très important, parce que d'abord, quand on touche à l'argent, les gens deviennent de plus en plus assidus, et on peut disposer d'une manne d'argent afin de la router vers autre chose, et à la fin aller sur le volet légal, et que ça soit une vraie volonté de l'État en mettant des packs clairs. Par exemple, un fonds complètement dédié à l'économie verte. Il n'y en a pas. Enfin, je sais que le deuxième sujet, on parlera de capital d'investissement. De se dire tous ceux qui vont aller sur des choses qui sont en lien avec l'économie verte puissent être finançables et financés. On a entendu lundi dans cette réunion de la CGM consacrée donc à cette économie verte, cette nouvelle économie climatique, l'idée d'une plateforme publique-privée pour justement accompagner les entreprises. Ça peut être une idée intéressante, Amine Diouri ? Oui, après, il faut voir ce qu'on va mettre dedans, parce qu'accompagner les entreprises, ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est juste donner des bonnes pratiques aux entreprises, pourquoi pas, mais bon, ça va pas non plus fondamentalement améliorer les choses. Je rappelle quand même qu'il y a des principes de base. Aujourd'hui, on a un mode de production qui est ce qu'il est. Il est peut-être imparfait, mais on ne peut pas le changer du jour au lendemain pour faire des économies d'échelle, des économies de carbone. Je rappellerai quand même qu'on est dans une compétition mondiale, et je rappelle aussi qu'il y a des grands pays comme la Chine, comme les États-Unis, qui ne respectent absolument pas ce principe du respect du climat. Donc, bon, c'est bien notre niveau de faire les choses à notre échelle, mais bon, voilà, pour moi, c'est une goutte d'eau dans un océan. Ouais. Tant que les deux grands géants ne respecteront pas, ne s'engageront pas sur des grands principes en matière d'environnement et de climat, ce qu'on fait, ça restera toujours peanuts. Ouais, il faut du financement. On a vu notamment Mazen qui avait lancé les premiers Green Bonds en 2016. On parle d'Alomran, ça sera une première pour une entreprise marocaine, cette fois-ci non pas une banque, mais ou une agence publique. Mais on parle d'Alomran qui pourrait mettre donc 1 milliard de dirhams en Green Bonds dans les prochains jours. Ça, c'est aussi un changement radical. Ça commence, Hicham Mehdi. Il y a une prise de conscience, et il y a des budgets qui sont en train de... les gens prennent conscience et comprennent que c'est rentable d'aller dans ce sens. Maintenant, c'est rentable pour quelques-uns parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont la taille critique, mais c'est pas rentable pour tout le monde, parce que effectivement, les grands donneurs d'ordre aujourd'hui n'ont pas fait le choix d'aller d'une manière frontale parce que ça les arrange pas, parce que l'économie d'échelle n'y est pas. Il y a des technologies qui aujourd'hui n'attendent qu'une masse critique d'utilisateurs. Le dessalement des eaux de mer, ce n'est pas rentable parce que personne ne le fait. Ouais. C'est aussi basique que ça. Une fois qu'on le fasse d'une manière généralisée et globalisée, il y aura plus d'utilisateurs et donc les prix vont baisser. Donc en gros, les grands donneurs d'ordre ont la capacité de faire. Il y en a qui le font simplement pour soulager leur conscience. Il y a beaucoup de pollueurs qui se disent on se positionne dessus en termes d'image et on a fait un écosystème bio, économie verte et compagnie. Par contre, il y en a d'autres qui le font sérieusement. La seule différence, c'est que je suis d'accord avec Amine que c'est une petite goutte d'eau dans un océan, parce que on est un pays en plein développement et on ne doit pas priver les emplois et priver notre capacité de générer de la valeur pour notre pays. En se disant tiens, non, cela ne respecte pas la nature, ou cela va au contresens. Non, c'est vrai qu'il y a des priorités. C'est vrai que la priorité, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer de la valeur. Mais le fait est que la démonstration a été faite par beaucoup d'entreprises qu'on peut aller dans ce sens en étant rentable et en générant énormément de profit. Charge à l'État de mettre un vrai plan volontariste dans ce sens. Allez, dans quelques instants, on parle de capital investissement en plein boom en Afrique. Pour l'instant, les bons élèves sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana. Le Maroc peut-il rejoindre ce top 3 et les titiller? C'est ce qu'on va voir juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diouri, on commence avec vous. Un coup de gueule, un coup de cœur ce mercredi? Alors, ce sera un coup de cœur. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, était récemment à Casablanca dans le cadre du Forum de l'innovation. Et elle a parlé de quelque chose qui me touche particulièrement, qui est le big data et l'open data dans le cadre d'une smart région. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir aux différentes startups toutes les données publiées par les différentes institutions, organismes publics, l'INSEE, etc.
et d'en faire des projets, des produits qui vont être adaptés aux citoyens, aux contribuables. Et donc, il y a un nouveau portail que je trouve génial, absolument génial, qui va s'appeler Oriane et qui a pour objectif donc de permettre à une personne de savoir près de chez lui quelles sont les entreprises qui embauchent, quelles sont les formations nécessaires, au contraire, avec la formation que le citoyen a, est-ce qu'il sera embauché, quelles sont les zones de chômage, etc. Et donc, ça va permettre à la personne de mieux s'orienter et permettre de trouver plus facilement de l'emploi. Et donc, je trouve que c'est une initiative absolument géniale. Hicham Hamadi, coup de gueule, coup de cœur. C'est une superbe initiative. Je rappelle que le chef de gouvernement a décidé que les réunions du conseil du gouvernement sont complètement confidentielles et qu'elles ne sont pas publiques. Donc d'ici 2 ans, c'est dans le cadre de la loi d'accès à l'information, effectivement. Alors que là, le temps est donné, on parle d'ouverture totale. Exactement. Alors moi, je vais aller plutôt sur, je tire révérence à la femme marocaine parce que demain c'est le 8 mars et c'est la journée des droits de la femme et surtout pour, je tire chapeau aux mères célibataires qui aujourd'hui sont dans une situation très difficile dans notre pays. J'espère qu'on arrivera à une équité complète homme-femme et commençant par l'héritage. 9h46 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Toujours avec Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur Maroc de Hitch, et Amine Diouri, responsable PME chez Inforis. On parle ce matin donc également de capital investment en pleine forme en Afrique pour l'instant. Sur les 5 dernières années, notamment, les opérations réalisées se sont élevées à plus de 24 milliards de dirhams et on estime que les rendements seront les plus attrayants au niveau mondial, en tout cas plus attrayants que les autres marchés émergents. C'est assez impressionnant. C'est donc le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana qui sont les plus gros marchés. Le Maroc est plutôt bien situé en deuxième position en Afrique du Nord, derrière l'Égypte. Il y a du potentiel et on va voir justement quelles sont les capacités du Maroc, quelles sont ses forces et ses faiblesses. D'abord, pour dresser le tableau, Amine Diouri, sur le capital investissement en Afrique, on voit qu'aujourd'hui il y a une super forme. Comment on explique qu'il y a ce plein boom du capital investissement sur le continent ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, 24 milliards répartis sur principalement 7 pays qui représentent 70% des investissements faits. Il y a 3 pays réellement en tête, 4 pays réellement en tête. Donc vous l'avez dit, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc ces pays-là arrivent très largement en tête. Après arrivent des pays, qui suivent, notamment le Maroc et la Tunisie. Alors pourquoi cette forte croissance ? Pour une raison très simple, c'est que l'Afrique est un continent en pleine croissance. En moyenne, sur ces dernières années, des taux de croissance entre 3, 3,5%, 4% sur l'ensemble du continent. C'est des zones qui commencent à se stabiliser au niveau politique. Il y a une classe moyenne qui est en train de naître. Qui dit classe moyenne dit que des besoins sont en train d'apparaître, notamment en termes de consommation primaire. Et donc il faut des industries pour produire. Il faut des télécoms, il faut produire de l'énergie. Donc tout ça fait que il y a beaucoup de choses à faire et donc il y a un potentiel gigantesque pour l'Afrique. Le Maroc peut-il rejoindre ce top 3 ? Bon, pour l'instant, placé 5e sur le continent, c'est ce qu'on vient de dire. Hicham Hamadi, est-ce qu'on peut encore accélérer la cadence côté marocain et assez rapidement ? Ce qui est magnifique, c'est que comme on est loin, le potentiel est extraordinairement élevé. Je fais remarquer que les premiers sont des pays anglophones avec un autre état d'esprit qui est dans le capital risque et le risque est inclus dans l'investissement. Chez nous, on est dans un état d'esprit où on investit là où il n'y a pas de risque. Donc en gros, on vient, on s'assure que on va apporter du capital développement dans une entreprise qui présente peu, voire pas du tout de risque. Si on regarde ce qui se passe au Maroc, il y a une vingtaine de fonds de développement ou d'investissement, très peu de fonds d'amorçage, il y en a 3 ou 4, et qui est très difficilement accessible aux startups. Là, au premier sujet, on parlait d'économie verte, on parlait de modèles de rupture et on parlait d'un nouveau modèle de développement. Ces nouveaux modèles ne peuvent pas arriver par les anciens. Ça arrivera par des gens qui vont voir les choses autrement. WhatsApp, s'il s'est calqué sur le modèle télécom existant, il n'aurait jamais vu le jour. C'est de permettre d'appeler sans utiliser les BTS, en utilisant les connexions, on va dire, Internet et les connexions data. Donc ce type de point de rupture ne peut arriver que s'il y a des capitaux, des investisseurs qui sont prêts à cramer de l'argent. Et quand je dis cramer de l'argent, c'est de se dire, je prends des idées farfelues qui
un jour deviendront des idées magnifiques. Et, enfin, je vais revenir à Driss Abdelkan, je suis en train de lire son livre, qui est mon livre de chevet. Et il parle de points d'inflexion qui passent par 3 phases. D'abord, l'idée, elle est ridicule. Donc, quand on la présente à un fonds d'investissement, elle passe pour ridicule, elle passe pour quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a aucun sens. Puis après, elle est dangereuse parce qu'elle bouscule tout ce qui se passe et elle risque de créer un vrai problème. Et à la fin, elle devient évidente. À la fin, elle devient évidente, elle est utilisée par tout le monde. Donc, et pour financer des idées ridicules, il va falloir qu'il y ait des fonds d'investissement qui comprennent que les emplois de demain, que les technologies de demain n'existent pas aujourd'hui. Ouais. Et qu'on ne doit pas financer ce qui existe aujourd'hui. On rappelle que les fonds levés auprès des investisseurs en 2016, c'était 305 millions de dirhams. Ça reste encore relativement faible, mais néanmoins, il y a une accélération du rythme des investissements ces dernières années à Minduri au Maroc. Oui, alors pour resituer la taille du marché marocain, c'est vrai qu'on parle de 780 millions de dirhams investis chaque année dans une vingtaine d'entreprises. Et c'est la moyenne, malheureusement, 20 entreprises, c'est vrai que c'est très faible. 20 PME parmi la centaine de milliers de sociétés qui existent au Maroc. Et essentiellement en capital développement. Maintenant, donc avec le fonds Innovinvest qui est venu s'ajouter à ce qui existait déjà en termes de venture capital, c'est vrai que ça crée davantage d'opportunités de détecter plus en amont les startups qui vont innover, soit dans les domaines traditionnels, soit dans les domaines technologiques, soit dans la partie green. Donc ça nous donnera plus de chances d'avoir davantage, et en plus les 700 millions de dirhams, on le rappelle, ce fonds porté par la Banque mondiale. Et investi sur des petits montants. Donc l'objectif du fonds Innovinvest, c'est d'investir dans à peu près 300 startups. Donc voilà, il y a un gisement qui est intéressant, ça va faire grossir le montant du capital investissement au Maroc et on en a besoin effectivement. On peut arriver au milliard peut-être d'ici 2020 ? Milliard de dirhams ? On est obligé d'y arriver si on veut, avec la volonté de Sa Majesté de créer un nouveau modèle de développement, avec la volonté, avec la demande en termes d'emploi. On a beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi. On est obligé. Et la création d'emplois ne se fait que dans le privé et elle doit se faire de plus en plus si on crée de nouveaux métiers. Donc c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Maintenant, il faut y aller d'une manière franche, ce qui n'est pas. On a reçu 500 millions de dirhams, 50 millions de dollars pour faire du capital risque. On en a ajouté 200. Et on est en train de faire en sorte à ce qu'elle puisse profiter à 300 entreprises. Ça veut dire que la moyenne, elle sera aux alentours de 2 millions de dirhams. Donc 2 millions de dirhams, c'est 200 millions d'euros. C'est 200 000 euros. C'est peanuts si on veut créer des technologies de rupture. La plus petite boîte en Europe ou aux États-Unis, elle lève 1 million de dollars facilement. Donc c'est 10 millions de dirhams. Et c'est qu'avec ça qu'on peut pousser la recherche et développement et l'innovation. Donc on y va toujours d'une manière très, très prudente, avec des petits pas. Et on se pose toujours la question, pourquoi ça n'a pas autant marché ? Parce qu'on n'a pas mis autant de moyens. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk. Alors c'est propre, les montants investis en venture capital, c'est propre justement au segment du capital risque et de l'amorçage, tout simplement parce que le risque est beaucoup plus important en amorçage, donc les risques de défaillance, que l'entreprise ne réussisse pas, est très élevé. Donc on investit. Le but, c'est d'investir des petits montants dans beaucoup d'entreprises et d'espérer qu'une entreprise parmi les dizaines, centaines d'entreprises va cartonner et va rapporter une mise qui va être 10 fois supérieure à ce qui a été investi. Et qui va remplacer tout ce qui a été investi. Pour l'instant, il y a un constat aussi, c'est que les fonds d'investissement sont souvent étrangers ou régionaux, mais il y a très peu d'investisseurs locaux pour l'instant qui investissent. Comment on peut convaincre d'améliorer cette part des investisseurs locaux, Amine Diouri ? À la rigueur, que ce soit des investisseurs locaux, c'est pas un problème. C'est vrai que 60% des fonds levés le sont via des investisseurs étrangers. Mais ce qui est important, c'est de voir que près de 90% de ces fonds sont des fonds transrégionaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement concentrés sur le Maroc, mais concentrés sur d'autres pays, notamment la Tunisie et l'Égypte. C'est le cas, par exemple, du fonds Afrique Invest, qui va bientôt lever un nouveau fonds qui sera doté de 250 millions d'euros, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est ce qui signifie bien que le Maroc en tant que tel, évidemment, est un point important, est un hub vers la région et notamment vers l'Afrique, mais n'est pas un but en soi. Ouais.
Bon, la Casablanca Finance City aussi qui arrive, hein, qui est là. Hicham m'a dit, on voit qu'il y a du potentiel pour le Maroc. Maintenant, il faut faire quoi, croiser les doigts. On doit attendre aussi des initiatives de la part du gouvernement, de l'État sur cette question-là pour rassurer. Oui, il y a encore une fois à afficher une volonté, sachant qu'on a culturellement des choses à exploiter, notamment tout ce qui est business angel. C'est culturel chez nous. On peut se faire aider par des gens qu'on connaît. Donc, favoriser ce schéma, faire en sorte à ce que les gens puissent trouver un intérêt. Donc, une défiscalisation des revenus, des choses comme ça qui permettra à des patrons d'entreprise d'investir, de mettre de l'argent. Faire appel à l'épargne publique. Vous savez, au Maroc, on a quelque chose qui s'appelle DART. Et DART, c'est on se fait financer pour acquérir quelque chose. L'expérience a très bien marché au microcrédit parce que c'est du crédit solidaire. Donc, faire en sorte à ce qu'on puisse financer des entreprises avec ces moyens en faisant appel à de l'épargne publique d'une manière ou d'une autre, en utilisant les nouvelles technologies avec un cadre légal, peut favoriser aussi, faire en sorte à ce qu'on dispose de moyens à destination de la start-up et de la petite entreprise. Amine Duri, pour conclure. Oui, le Maroc dispose en matière de capital investissement d'un cadre fiscal qui est favorable, dispose donc avec la loi de finances le fait que les droits d'enregistrement sur les cessions de parts ne seront plus payés, mais il manque un élément qui doit être mis en place, c'est la question de la sortie du fonds d'investissement et notamment la question de la sortie en bourse. Et donc il faudrait penser à favoriser justement créer un compartiment PME au sein de cette bourse qu'on attend depuis des années et qui doit absolument être mis en place. Bon, en tout cas, on voit encore quelques pistes de réflexion et quelques idées pour davantage booster ce capital investissement au Maroc. Merci beaucoup, messieurs. Amine Duri, responsable PME chez Inforisque. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur Maroc de Hitch. Vous restez avec nous dans quelques instants. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Fessat Adlaoui, c'est à 10h10. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.